Donc, bonsoir à tout le monde et c'est une grande joie de faire ce webinaire pratiquement la veille de Noël. Le sujet est très très intéressant. Pourquoi ne pas trader le cuivre en intraday? C'est une présentation de WH Self Invest. Je suis le H de WH et attaquons. Donc, après la présentation, c'est-à-dire avant la fin de la semaine, vous aurez le support de la présentation sous forme de PDF qui vous sera envoyé. Et donc, le sujet qui nous intéresse est structuré ce soir de la manière suivante. On va un petit peu présenter le cuivre. Et alors, on va commencer à parler plus technique et stratégie. Et j'introduirai la notion on va dire, de tendance et comme un élément simplificateur, c'est-à-dire la tendance, en fait, nous facilite la vie en tant que trader et je vous expliquerai comment utiliser cette information et comment le voir. Et puis, on parlera d'une stratégie qui est assez simple, basée sur Trill and Break. Et puis, on parlera de la possibilité d'automatiser cette stratégie et on terminera, je pense, normalement, on termine bien avant 19 h. Donc, peut-être, je sais pas, 45 minutes, quelque chose comme ça, quoi. OK. Si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas à les poser. Je vois les questions ici. Je répondrai aux questions oralement. Si la question n'est pas, je dirais, appropriée pour le tempo, je la mets de côté, j'y réponds après. Mais dans tous les cas, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Donc, on s'intéresse donc au cuivre. Alors, en anglais, on dit copper. Copper, quoi. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que ici, on a un graphique. Alors, la slide, elle date un tout petit peu du mois on va dire de septembre, mais on va regarder après comment a évolué ce chart depuis le mois de septembre. Grosso modo, c'est un chart mensuel. Donc, il va en fait relativement loin dans le passé, il va pratiquement 14 ans dans le passé. Donc, on voit que le cuivre, grosso modo, ça évolue entre 1,50 $ ou 1,30 $ au plus bas vers 2008 jusqu'à un plus haut de à peu près 4,50 et que maintenant on est dans les 3 et quelques. Et donc on est un petit peu au milieu du range parce que 4,50 moins 1,50 divisé par 2, ça fait 1,50 plus 1,50, 3. Donc on est exactement plus ou moins vers le milieu, quoi. En réalité, on est un peu plus haut, vous verrez, le marché a continué de monter, quoi. Toujours est-il que le cuivre, bon, quel est l'intérêt vraiment pour nous? Ben, c'est une matière première, donc comme, je sais pas moi, le pétrole, comme le blé, comme l'or, etc. Mais en fait, elle est utilisée dans le monde de l'économie réelle, c'est-à-dire elle est utilisée dans le monde de la construction, par exemple. Vous imaginez tous les réseaux comment dire, électriques, électroniques, ça utilise du cuivre, bien entendu, pour faire passer on va dire, l'information, quoi, et l'électricité. Pas de son de mon côté, suis-je le seul? Alain, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un problème de son? Il y a Alain qui demande si qui n'entend pas le son. Je vais juste lui répondre. Donnez-moi juste une seconde. Le son est revenu mais disparaît plusieurs secondes. Donc ça, je pense que c'est un problème d'Internet. Ça n'a rien à voir avec de notre côté, parce que sinon tout le monde aurait le même problème. Donc il faut, comment dire, s'accrocher, quoi. Merci Alain. Alors, donc je disais que le cuivre, c'est une matière première qui est utilisée dans la construction, dans l'aéronautique, dans l'industrie un petit peu en général. Et tous ces acteurs de l'industrie, quand ils ont envie, bien entendu, de protéger leurs coûts ou le prix on va dire des biens manufacturés qu'ils fabriquent avec le cuivre, ils vont utiliser grosso modo le marché des futurs pour pouvoir protéger leurs coûts et leur prix de vente, quoi.
Et de ce fait, de l'autre côté en fait du trade vont se retrouver les spéculateurs. Hein, parce que les spéculateurs, s'il n'y avait pas de spéculateurs dans l'industrie du cuivre, grosso modo, on ne pourrait pas se protéger des fluctuations de prix. C'est parce qu'on a des spéculateurs qu'il est possible de se protéger, quoi. Donc, comme on a expliqué précédemment, le prix varie et au fil des ans, grosso modo, entre 1,50 et 4,50, quoi. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est on peut aller peut-être même directement sur le... Hop, j'affiche. Donc là, j'ai ouvert le Copper mars 21, donc 2021. Donc là, on a juste, on a juste 5 jours. Mais remarquez que le prix, alors je vais mettre un petit peu, je vais mettre par exemple 500 jours. Je vais mettre en jours, quoi. On va se mettre en jours. Vous voyez le carnet d'ordre sur le côté, juste comme ça, tant qu'on y est, relativement liquide. Hein. Vous avez l'écart de prix entre les acheteurs et les vendeurs qui est égal à l'écart de prix minimal qui est de 0,0005. Vous voyez. Et grosso modo, on était au mois de septembre, donc vers septembre, on était à peu près, allez, on devait être quelque part vers là. Vous voyez, et puis qu'est-ce qu'il a fait le marché? Le marché, il a grimpé encore un peu plus haut vers 3,60 là, et puis il a été un peu repoussé vers 3,60. Donc, si on reprend maintenant notre présentation, 3,60, vous voyez, c'est un petit peu au-dessus exactement de ce plus haut. Donc, c'est quand même, vous voyez, là, il y avait un plus haut qui datait de 2000, probablement 17. Donc, le cuivre a cassé un plus haut des 3 dernières années. Et donc, maintenant, 3,60, il est à peu près par là, quoi. Donc, vous voyez, là, il rentre dans une zone, il est clairement plus proche de 4,50 que de 1,50. Et il a une intéressante dynamique parce qu'on le voit monter, quoi. Et ça va nous donner l'opportunité de parler un peu de tendance, quoi. Alors, on continue. Vous voyez, c'est intéressant, hein. Maintenant c'est 3,60 et là, vous voyez, c'était quand même 3,04. Donc, 3,60 moins 3, ça fait 0,60. Et 0,60, c'est, grosso modo, c'est quand même 20% de 3, quoi. Donc, ça veut dire que ce marché, il a quand même pris 20% en l'espace de 2 mois et demi à peu près. Donc, oui, c'est quand même intéressant. Juste ça rend en fait ce produit intéressant. Parce que en tant que trader, on est intéressé par des produits qui bougent. Et un produit comme ça, comme le copper ou comme le cuivre, qui bouge de 20% en l'espace de 2-3 mois, eh bien, forcément, ça doit attirer l'attention. Et ça devrait attirer votre attention. Alors ici, on a les caractéristiques des contrats. Donc, il y a le contrat futur copper. Il est en fait géré par le CME, Chicago Mercantile Exchange, COMEX. Donc COMEX, c'est en fait une division du CME. C'est un ancien le marché s'appelait COMEX. Il a été racheté par le CME. Maintenant, ça s'appelle CME COMEX. Ce qui est intéressant, c'est la taille du contrat. Donc, vous voyez, 3, ça coûte 3. Mais 3, c'est quoi? 3, c'est valeur nominale, valeur d'un point, 25 000. Vous voyez, donc la valeur nominale, 25 fois 3, ça fait 75 000 ou 75 000. Donc c'est un contrat qui est comme certains indices à peu près, hein, de cet ordre de grandeur. La marge intraday, alors la marge intraday, en ce mois de septembre, bon, je ne l'ai pas mise à jour, je dois avouer, c'était 800, donc c'est peut-être à peu près cet ordre de grandeur ou un peu plus grand maintenant. Levier maximum, donc on prend la valeur nominale, 75 000, et puis on divise par 800, et grosso modo, ça nous fait 93. Donc, vous voyez, le levier, il est quand même relativement grand. Et l'expiration est mensuelle, mais en fait, on est sur le contrat de mars, alors qu'on est fin décembre. Donc, en fait, on peut le traiter tous les mois, mais pour nous, c'est quand même tous les 3 mois, au bout du compte, quoi. CFD Copper. Donc, on a un CFD.
le prix est différent, donc ça cote de façon différente en fait. Donc ici, par exemple, la valeur du point c'est 25 000 parce que ça cote 3. Mais là, la valeur du point c'est 20 parce que ça cote, si je dis pas de bêtises, on va regarder comment ça cote. Ça nous donne l'occasion de revoir où est-ce qu'on le trouve. Donc CFD FX, métal, on est dans la catégorie des métaux. Et là, vous voyez l'équivalent, il est là. Donc, je double-clique. Et donc, lui, voilà, il cote 350. Donc, il a fait un plus haut à 360. Donc, en fait, il y a 100 d'écart entre le prix qui est utilisé. Oui. Et du coup, le tick, etc., tout est un petit peu bousculé. C'est pour ça que je vous donne en fait cette information. Donc, ici, valeur du point 20, mais on multiplie par 300 points, grosso modo. Et puis, ici, c'est différent. Ça vaut 3, mais on fait 3 fois 25 000. Ouais. Mais au bout du compte, tout ça, c'est juste. Il faut juste le savoir. Et puis, au bout du compte, on revient à des ticks. Le tick ici, c'est 0,00005 points, comme on le voit sur le côté. Ouais. Et là, c'est 0,01 points. Voilà. Donc, le levier moins grand, 10 fois. Là, le levier assez grand. Bon. Sinon, lundi au jeudi, 0h, 23h, c'est un peu comme Gold. Mais le vendredi, ça s'arrête à 22h15. Voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. OK, on passe à la suite. Alors, volatilité. Donc, Copper, ben, si vous êtes familier avec ce graphique, sinon j'explique. Volatilité horaire sur 240 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le haut, on prend le bas de la journée. On fait l'un moins l'autre. Ça nous donne la variation de la journée. On met ça dans un tableau. On regarde les 240 derniers jours. On fait la moyenne et ça nous donne la moyenne, grosso modo, par heure. On fait ça pour chaque heure. Et puis ça nous donne ce diagramme qui nous indique en pourcentage. Donc pour chaque heure, donc par exemple l'heure de 0 à 1, ça fait en gros de minuit jusqu'à 0h59 et 59 secondes. Eh ben, la volatilité est de l'ordre de 0, on va dire 32, 0,32%. On voit que la volatilité, elle est quand même, mise à part l'après-marché US, la volatilité, elle est quand même relativement, allez, on va dire qu'elle est autour de 0,37, mais aussi bien le matin, ouais, c'est-à-dire la nuit pour nous, le matin asiatique, le matin européen, le matin américain, avec, je dirais, le matin américain qui est un peu plus grand quand même, substantiellement plus grand en fait, puisque on est à 0,65% comparé à 0,30%, c'est comme le double. Mais on a quand même des pointes ici, c'est quand même intéressant. Hein. Donc les Japonais commencent là, dans cette barre-là. Et puis là, on est dans la deuxième heure de l'ouverture du marché japonais. Et là, on voit qu'on est pratiquement au niveau de, on est pratiquement à 0,55%. Et la même chose ici, donc ça c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures. Donc en bleu, c'est les heures européennes du matin. Ça commence à 8. Donc l'heure de 9 heures, la plus volatile pour le copper le matin. Et puis sinon l'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est des informations toujours intéressantes. Après, on peut voir, il y a un autre outil. Ces deux outils sont disponibles en fait dans modèle d'étude WHS Proposals. Il y en a un qui s'appelle Hourly Volatility Histogram, la volatilité horaire moyenne sur 240 jours. On peut régler ça, 240 jours. Et puis à droite, vous avez la volatilité journalière sur 35 semaines. Et en fait, 35 semaines fois 5 par semaine, 5 jours, lundi au vendredi, sachant que, on va dire, le samedi et le dimanche, c'est fermé, ça fait 245 jours. Donc, c'est à peu près l'équivalent. Donc, ici, on a une valeur, une volatilité journalière
par semaine, donc de l'ordre de 2,5%. Et on voit qu'en réalité, ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir par jour, c'est-à-dire pour le lundi, pour le mardi, le mercredi, etc. Donc on voit que le vendredi est plus volatile que, par exemple, le lundi, qui est le deuxième jour le plus volatile. Donc c'est intéressant. Je dirais l'écart de volatilité par jour n'est pas assez grand pour dire vraiment je fais pas le mardi et je fais que le vendredi, quoi. Ça reste quand même relativement volatile, quoi. Ok. D'autant plus que vous prenez par exemple des DAX et des choses comme ça, on est à quoi 1,5 peut-être par jour. Alors là, on est au-dessus de 2%, ça veut dire que c'est volatile, c'est quand même bien, quoi. Ok. Alors maintenant, la tendance. Alors, bon, ce titre ne me plaît pas. Il est vrai, mais il ne me plaît pas. Une stratégie est un système complexe. Ça ne me plaît pas parce que complexe, ça fait peur à tout le monde. Donc, je ne devrais pas mettre un terme comme ça, c'est anxiogène. Donc, avec déjà le Covid et la fraude à tous les niveaux je dirais, dans les élections américaines, rajouter maintenant plus le Brexit, là, on va dire le stress du Brexit. Maintenant, on rajoute un système complexe, ça va apeurer tout le monde, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, quoi. En fait, une stratégie, c'est un système. Donc, en fait, oubliez le mot complexe, quoi. Il y a plusieurs éléments dans une stratégie. Et en fait, j'ai résumé ces éléments. Et en fait, tous ces éléments sont comme des paramètres d'un système, quoi. Et en réalité, il ne faut pas uniquement se concentrer sur quelques indicateurs, quelques stops. Il faut aussi prendre en compte le contexte, c'est-à-dire quel type de graphique. Et vous savez qu'il y a des stratégies qui fonctionnent bien avec, par exemple, le chart range bar, qu'on appelle aussi absolu, à envergure absolue. Le chart à envergure absolue. Vous avez le Renko, vous avez des charts comme ça, vous voyez. Et ces charts sont comme des environnements. Et vous pouvez avoir une stratégie qui marche dans un certain environnement et qui ne marche pas dans un autre environnement. Donc, l'environnement, en l'occurrence, le graphique, le type de graphique, mais l'agrégation aussi, est-ce qu'on parle de 5 minutes, de 10 minutes, de 5 points, de 10 points, de 15 points, c'est aussi un paramètre qui est important. Et alors, il y a un autre élément, c'est la plage horaire. Donc, si vous, lorsque vous faites du backtest de vos stratégies, si vous intégrez ces choses-là dans vos tests, vous vous apercevrez que, en réalité, vous pouvez être amené à trouver des solutions ou des beaux backtests en jouant avec ces paramètres. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur les signaux. Vous voyez, les signaux, les filtres, les stops sont très importants. C'est vraiment la structure de la stratégie, mais ces autres éléments que j'ai rajoutés là, que j'ai appelé contexte, sont aussi très importants. Et vous pouvez avoir une stratégie qui est super sur du 10 minutes et vous la mettez sur la demi-heure, l'heure, 15 minutes, 5 minutes et c'est une catastrophe, quoi. Et c'est pour ça que lorsqu'on cherche, il faut chercher un petit peu, il faut tout tester. Ça inclut. Ça, c'est un petit peu un secret du backtest que je viens juste de révéler à l'instant, quoi. Ok, donc on a tous ces éléments et grosso modo, cette complexité qui n'est pas une complexité, qui est juste comment dire, le contenu de la stratégie, hein, tout simplement, eh bien, en réalité, il y a une valeur à prendre du recul et à observer grosso modo le graphique un petit peu sur une échelle plus grande pour détecter potentiellement une tendance. En fait, le Copper, lui, a été vraiment à bénéficier d'une tendance vraiment très forte depuis le rebond de la fin mars, début avril. Et on regardera sur le chart dans 2 minutes. Mais grosso modo, lui, il s'est vraiment retrouvé à monter. Et le point que je fais ici, c'est que si vous arrivez à observer une information pareille, vous devez pouvoir l'exploiter. Alors, soit, bien sûr, vous pouvez dire tout simplement j'achète et puis je reste avec ma
tendance haussière, en supposant que ça soit haussier. Ou alors, vous pouvez utiliser cette information pour filtrer les signaux de manière à ce que vous ne traitiez que les signaux à la hausse, en supposant que vous êtes maintenant avec une stratégie d'intraday, une stratégie de day trading. Vous voyez? Donc ici, si je prends ce schéma, on a ici en rose, on représente ici le risque. Donc on rentre au niveau de ce point. La courbe bleue, ça représente le marché, le prix de clôture. On a ici un signal, le signal numéro 1. On suppose qu'on a un stop, on suppose qu'on a un objectif, target en anglais, hein, target, stop. Grosso modo, le risque, c'est ça, le target, c'est ça. Et puis, vous voyez que tant qu'on est dans le sens du mouvement, ben, on capture ce trade moyen, ce trade grand, ce trade entre les deux. Et on n'est pas tellement à risque puisque notre risque est relativement limité, mais comme le marché va dans la bonne direction, ben, on arrive à échapper à un petit peu au trade perdant, quoi. Donc ça résume et ça illustre en fait le concept de la tendance, de ce que ça signifie une tendance. Et quand j'ai des signaux haussiers, je suis capable de générer des signaux haussiers. Bah, si je les traite dans le sens de la tendance et que la tendance se poursuit, bah, il y a de fortes chances que je gagne. Par contre, si je vais dans le sens opposé, je vais me faire liquider, quoi. Donc, cette notion de tendance, elle est très, très importante, spécialement pour vous et moi qui apprécions de trader en intraday. Vous voyez, cette information, elle est cruciale, hein, je dirais, et je dirais, elle va pas trop servir si je vais dans le monde du range bar, c'est-à-dire si je vais avec la stratégie DD sur du 5 points, enfin, ou 5 ticks ou 10 ticks, ça va pas me servir ici. Mais ça va me servir si je vais sur du 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Sur ce genre d'agrégation, ça va me servir. Okay. Alors, si on reprend on va reprendre notre copper et on va prendre le copper en futur et je vais mettre dedans, je vais mettre le même nombre de jours que j'avais dans mon étude. Là, je suis sur du jour, donc je vais mettre du 5 minutes et je suis sur du 5 minutes. Donc, j'ouvre le ventre, grosso modo, le capot de la stratégie. Je vais me mettre en mode backtest, c'est-à-dire j'ouvre la barre d'information. En bas, il y a l'évaluation. J'appuie là-dessus. Ici, je regarde ce qu'il y a, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien du tout, hein. Je ferme, trading, j'en ai pas besoin. Afficher, alors graphique de performance, il est là. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ben, je vais, grosso modo, je vais fabriquer une stratégie, quoi. Donc, je vais mettre, pour ouvrir la stratégie, je vais mettre le signal Tree-line break, simple. Je ferme, ou plutôt je rouvre. Je vais mettre Meta Sentimentor pour pouvoir évaluer la stratégie. Voilà. Vous voyez que là, ça nous donne le résultat sur les premières données que nous avions chargées précédemment, avant que je modifie et que j'augmente en fait la période d'évaluation. Donc après, on va mettre à jour de manière à couvrir tout le chart. Et grosso modo, on va mettre, pour ouvrir la position, on utilise le signal. Pour fermer la position, on utilise le filtre flat. Donc on met un flat. Et puis, on va mettre grosso modo un stop. Et là, je vais utiliser le stop que moi j'utilise, qui est accessible, on va dire, dans le store.
pour un prix défiant toute concurrence, quoi, de 10 € pièce. Et là, on a accès en fait à ces outils. Donc, je vais mettre celui-là, le stop longue vie. Voilà. Et je vais activer le 22 heures. Donc, j'ai mis 22 heures, sachant que le cuivre, il termine en fait à 23 heures. Hein, donc, on va mettre 22 heures. On est sur du 5 minutes. On va appliquer ça sur... Alors là, on a une période. On prend 0h, 23h59 au début et on prend tout. OK? Donc, ça sera sûrement pas bon si on prend tout, mais c'est pas grave pour le moment. Et après, on regardera l'influence long-short. Mais grosso modo, maintenant, je vais étendre en fait en bas, vous voyez, en bas, à travers ce bouton-là, laisser la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées. Donc, on a chargé des données. En plus des données initiales, on est allé jusqu'au 8 juin 2020. Et ben, on va étendre maintenant la période. On étend la période, quoi. Donc, ça nous donne, alors, vous voyez, ça nous donne en fait des signaux. Alors, pour faire apparaître des signaux là-haut, il faut appuyer sur ce bouton. Ça, c'est pour faire apparaître on va dire, on va dire des explications où on n'a pas besoin. Et là, ça nous fait apparaître ou non le stop et l'impact du target, sauf qu'ici, on n'a pas de target. OK? Donc, si je double-clique, j'ai une stratégie. Voilà. En bas, vous avez ici la représentation en fait, des signaux, etc. Mais ça, on va le fermer. On n'en a pas besoin. On a notre equity. Et moi, j'ai dit que ce contrat était intéressant, ou plutôt, le cuivre était intéressant, que ce soit en CFD ou en futur. Et j'ai aussi dit qu'il y avait une notion un peu de tendance, quoi. Donc, quand j'ai fait la présentation au mois de septembre, eh bien, grosso modo, on était déjà en phase de tendance, hein, parce que si je prends plus de jours, où je vais aller là, je vais aller sur l'autre, et l'autre, je vais le mettre en jours, et je vais mettre, par exemple, 300 jours. 300 jours. Donc, bon, il n'est pas très généreux avec moi, je vais le retirer. C'est pour ça que je vais prendre plutôt le futur. Le futur a plus d'historique, quoi. Donc là, je vais prendre journalier. One day, ça veut dire journalier. OK. Ça, je ferme. Alors, regardez ce que je suis en train de regarder, quoi. Vous voyez, depuis le rebond, c'était là, fin mars 2020. Et nous, on a fait la présentation vers là, c'est-à-dire vers, vous voyez en bas, 24 septembre, donc par là, quelque part par là, on était par là. Ouais. Et puis, le marché ensuite a explosé en force avec l'élection là jusqu'à ce niveau, et maintenant, il vient de reculer un petit peu là. Et donc, on verra bien ce qu'il va faire, quoi. Mais grosso modo, ici, on a maintenant une stratégie. Cette stratégie, on veut la travailler en intraday. Et grosso modo, on a ce résultat pour le moment. On a juste mis un flat tous les jours, donc on est sûr qu'on clôture chaque jour, parce que ça, c'est la définition même de l'intraday. On a mis un stop. Donc, on a un point d'entrée, c'est le signal. On a un stop. Et grosso modo, vous avez vu le stop, hein, il est un peu suiveur. Et grosso modo, c'est tout ce qu'on a, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de situation, bien sûr, c'est de passer en revue, je dirais, les différentes agrégations pour chercher, etc. Mais on peut aussi dire, par exemple, on peut dire, tiens, je regarde un peu, je sais pas moi, la fin de la journée américaine, quoi. Et on voit que, ouais, c'est pas terrible. Okay. On peut aussi dire que on prend, par exemple, le début de la journée américaine et on voit que c'est pas terrible. On peut dire je vais de 15 à, par exemple, à 19, alors je tape 18,59,
C'est pas non plus extraordinaire, quoi. Je mets par exemple entre midi et 2, 13 heures et je mets 19 heures. Donc je mets par exemple de 13 à 14,59. Alors là, on voit quoi? On voit que là, on a capturé 2 gros trades, mais pour le reste, c'est relativement flat. Ouais, il n'y a pas de tendance à la hausse, etc. Alors on peut dire que par exemple, on prend 12h59 ici et on prend par exemple 8 heures du matin. Et là, on va dire c'est un petit peu mieux, sans être vraiment extraordinaire. Et donc, il faut un petit peu chercher, quoi. Alors moi, bien entendu, j'ai cherché en fait pour vous. Et j'ai cherché pour vous. Alors, il y a un autre élément à prendre en compte quand on recherche comme ça un petit peu le réglage d'une stratégie, c'est si je retourne ici et je retourne ici, donc j'ai toute la période maintenant. Il faut regarder ici, j'ai 730 trades, 8349 $ de profit. Maintenant, regardez, le marché est quand même à la hausse. Qu'est-ce qui se passe si je traite en long? Donc ici, je vais juste bloquer et on va regarder ce qui se passe. Donc si je décoche en fait short, vous voyez, on a 607, on a 13 millions, donc on a 5 000 $ de plus et on a 123 trades en moins, quoi. Donc, on a moins de trades et un meilleur résultat. Donc, vous voyez, quand le marché est en hausse, et la hausse, quand vous la constatez, généralement, c'est pas parce que vous la constatez qu'elle va disparaître, forcément. Vous voyez, en général, ça. Repérer une tendance, souvent, c'est une information qui reste vraie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais contre la tendance? Si j'ignore l'information de la tendance, grosso modo, je perds. Et je perds 5 000. Quoi. Donc, soit je gagne 8, soit je perds 5, ou je gagne 13, ou je perds 5. Vous voyez. Donc, si on va contre la tendance, on perd. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret? D'un point de vue concret, ça veut dire que, vous voyez là, soit on part latéralement. Vous voyez, le genre de journée faible amplitude, on part latéralement. Bon, et encore là, dans le stop. Alors, le stop longue vie, il est intéressant. Pourquoi? Parce que il a un côté break-even, c'est-à-dire il a ce côté-là, stop to break-even. On sait déclencher en fait la remontée du stop vers le point d'entrée de manière à limiter le risque. Donc ici, par exemple, on a le marché, on rentre là, le marché part latéralement, il n'y a rien qui se passe, puis à un moment, on descend plus bas que une fois le risque, à peu près à ce niveau-là, et du coup, on clôture plus bas qu'une fois le risque, et du coup, le stop baisse. Bon, après, le marché remonte, on est stoppé là, et c'est terminé, quoi. Ouais. Par contre, là, on n'a pas de chance, on rentre, et puis le marché remonte, on est tué. Là, on rentre, le marché, au bout du compte, remonte, et on se fait tuer, quoi. Donc, quand le marché est latéral, pas de tendance ni à la hausse ni à la baisse, on se fait tuer, ça c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut chercher, je dirais, un petit peu le meilleur créneau horaire et ne pas trader sur toute la journée. Sinon, on fait beaucoup de transactions et on a beaucoup de pertes. OK, alors, vous voyez là, ça c'est le trade, un trade canon ici. Vous voyez, on rentre ici et puis là, on capture tout. C'est le gros trade qui nous fait remonter notre courbe on va dire, de résultats. Quoi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai trouvé moi, j'ai trouvé que ce qui était pas mal, c'était quand même, premièrement, on utilise l'information de la tendance. Donc on était au mois de septembre. Je disais que au mois de septembre, grosso modo, si on regardait un petit peu juste, avril, on était quand même clairement à la hausse. Vous voyez. Donc je disais à l'issue de la présentation,
de la dernière fois, de septembre, je disais, allez, on opte pour la hausse et grosso modo, on trade à la hausse, quoi. Si maintenant le marché, on s'aperçoit, ne poursuit pas à la hausse, ben on change de fusil d'épaule ou on arrête de trader tout simplement, quoi. Donc ici, on n'a pas un filtre de tendance hyper sophistiqué, on a juste notre observation et notre intelligence qui nous permet de constater qu'il y a une tendance. Et dans ce cas, on se dit, bon, bah, je trade que à la hausse. Et alors, dans ce cas-là, il faut être un petit peu plus sélectif. Donc, moi, j'ai trouvé quand même que le matin, la fin de matinée européenne était souvent intéressante. Et j'ai limité à la fin d'après-midi, comme ça, vous êtes tranquille le soir. Et voilà, je trouvais un bon petit, ouais, une belle petite stratégie. Alors, bien entendu, est-ce que cette stratégie va se continuer ou pas? Ça, c'est toujours la question. Mais en tout cas, on a fortement réduit le nombre de trades parce que vous voyez là, on est à 252, donc on était parti dans les 800 et quelques. Après, on est descendu à 600, puis maintenant on est à 252, donc une très très grande économie en termes de trades. On est à quasi un trade sur deux gagnants. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Vous le voyez ici, hein, 48,8%. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est le gain moyen sur perte moyenne, c'est-à-dire 1,61. C'est-à-dire que vous avez une chance sur deux de gagner. Donc, un coup vous gagnez, un coup vous perdez. Mais quand vous gagnez 1,6. Et quand vous perdez 1. Donc, ça fait 1,6 moins 1. Ça fait 0,6. 0,6, c'est votre espérance de gain, grosso modo, dans cette stratégie. Vous voyez? Et 0,6 fois la perte moyenne. Et la perte moyenne, c'est quand on recalcule tout ça, là, vous avez trade gagnant moyen à 321 $, trade perdant moyen 100, on va dire 200. Hein. Donc vous retrouvez, vous avez 200 quand vous perdez et 320 quand vous gagnez, quoi. Quand on divise l'un par l'autre, ça fait 1,6, quoi. Et pourquoi on gagne? Ben, vous voyez, quand vous regardez la taille des trades, là, vous voyez de temps en temps des sacrés morceaux, là. Et ben pourquoi? Ben, grâce à la qualité du stop, en partie. Hein. Donc, bien sûr, vous êtes dans le mouvement, dans le bon mouvement. Vous allez assez tôt, donc on prend ce trade. Ça, c'est une journée, le 4 novembre, la journée le lendemain de l'élection, hein, US. L'entrée, c'est vers 11 h du mat. Marché monte. Vous voyez, le stop, à un moment, on ne peut plus perdre, mais le marché est quand même sérieusement monté. Il redescend, il remonte. Au bout du compte, on est stoppé. Donc, ce stop est un stop suiveur, mais c'est un stop suiveur qui suit en laissant respirer la position. Par design, par concept, c'est comme ça qu'il est conçu. Et puis après, vous voyez quand même que le niveau là il monte à un niveau, vous voyez que le niveau est relié en fait à ce plus bas, hein, ici. Et puis de la même manière, ici, c'est relié à ce plus bas ici. Vous voyez, donc après, il cherche les plus bas, là où le marché rebondit, et puis hop, hop, il suit avec un retard. Ça nous donne des belles figures. Ça nous donne des belles figures comme, alors on n'a qu'à prendre des jours là, ça cartonne en force, regardez, ça c'est des... Alors on trade, on se met un peu plus de chance de notre côté et en plus on peut avoir des figures comme ça extraordinaires. Alors moi ces figures-là, je fais toujours dans mes stratégies la fonction screenshot. Et la fonction screenshot, elle permet de, grosso modo, de capturer automatiquement en fait les copies d'écran. Elle fait les copies d'écran pour vous. Je devrais refaire une présentation comme ça au premier trimestre, une présentation sur un peu les outils que j'utilise en trading automatique et où je capture l'écran et avec une certaine on va dire référence et la date, le contrat, la stratégie, tout ça c'est dans le nom du fichier que je sauvegarde automatiquement. Je vous montrerai comment on fait. Et là, on attrape des trucs incroyables, comme ici. Oui. Donc ici, en termes de pourcentage, c'est quoi le mouvement? Le mouvement, c'est on est à 2, ici, on rentre à peu près à 2,89. Ça va à 98, grosso modo. Donc 0,1,
à peu près quoi, 0,1, c'est 5%, quoi. On est un peu moins que 5%, quoi. C'est quand même incroyable, quoi, hein. Et bien entendu, hein, on se fait aussi tuer des fois, hein, alors là, ça c'est le type de trade où, grosso modo, le mouvement est pas très grand, mais on rentre, mais on gagne quand même. Seulement, c'est pas monté. Alors pour changer, ce qu'on peut faire, c'est au niveau du trailing, on peut dire, il y a deux aspects, il y a le break-even et le trailing. Le break-even, on l'a vu avant, c'est la notion de si le marché clôture au-dessus de X fois le risque, je déplace et je me mets au niveau du point d'entrée. Je ne peux plus perdre. D'un autre côté, trailing, c'est si le marché augmente de X, eh bien, je veux qu'on commence à suivre la progression. Donc, si je réduis ça, je réduis ça, alors ça peut avoir un côté, voilà, là il y a un côté suiveur, mais là il n'y a pas de recul, du coup c'est contre-productif parce que vous regardez le résultat total, ben, on a plus de trades et moins de gains. Donc comment on arrive à voir un peu c'est quoi l'optimal? Eh ben on fait grosso modo sensibilité du paramètre. Vous voyez qu'en bas c'est réglé entre 0,1 et 5, donc on fait ça, et en je sais pas 10 secondes il nous dit que en gros pour cette stratégie, pour cette période, etc., en fait c'était dans les 2,1, 2,6, c'était vers les 2. Moi, le réglage, en règle générale, je le mets toujours sur 1, même pour mes stratégies. Et là, on aurait pu bénéficier, mais ça c'est un petit peu après les faits, vous voyez. Mais même avec 1, on avait quand même un bon résultat. Et d'un autre côté, alors je le remets sur 1. D'un autre côté, on peut faire le même raisonnement ici. C'est quoi l'optimum? Et qu'est-ce qu'on voit pour l'optimum? 2, c'est aussi vers 2, le plus loin possible, grosso modo. Nous, on est sur 1, au niveau de vers les 13 000, vous voyez, en termes de gains, 13 000. Mais potentiellement, on pourrait aller à 16 000 si on repoussait, c'est-à-dire si on prenait plus de risques. Quand on repousse le stop, on retarde la montée du stop, ça veut dire qu'on prend plus de risques. Et quand on prend plus de risques, normalement, on gagne plus. C'est ce que ça nous démontre. On gagne plus en prenant plus de risques. Plus on éloigne le stop, excusez-moi, plus on retarde la remontée du stop, l'effet break-even, ok? Plus on retarde ça, plus on gagne. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend plus de risques. Et on prend plus de risques dans un marché qui est orienté dans notre sens, quoi, à la hausse. Ok. Donc, grosso modo, je reviens un petit peu sur la présentation. Alors le signal, bon, je ne vais pas maintenant passer en revue tout le signal, vous pouvez lire ça. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le signal. OK. Le réglage. Ça, c'était le réglage, vous voyez, au 14 septembre. Mais grosso modo, qu'est-ce que j'ai bougé? J'ai un petit peu, au lieu de 8 heures, j'ai mis 11 heures dans mon dernier réglage. Mais grosso modo, c'est un peu marginal comme changement. Et ben, ça a continué de performer puisqu'on le voit sur le chart que, grosso modo, ouais, si je devais... allez, si on met 8, qu'est-ce qui se passe si on met 8 heures? Là, on est à 252 trades. On aurait 349 pour 10 000. C'est-à-dire que on aurait gagné, mais on aurait gagné, vous voyez, entre le 14 septembre et là, on aurait gagné à peine plus. Vous voyez? Par curiosité, je mets ça. Ouais, grosso modo, 11 heures, c'est comme le rebond. 9 heures, c'est l'ouverture du marché européen. Le marché, je ne sais pas, baisse. À 10 heures, il se stabilise. À 11 heures, il remonte. Donc, 11 heures, c'est comme la deuxième mi-temps de la matinée européenne, quoi. Donc, là, on a un marché qui continue d'augmenter. Donc, ces réglages, ils sont très simples. Vous pouvez faire ça le long
de l'évolution du contrat. Tant que le contrat est quand même plus ou moins à la hausse, vous arrivez à gagner. Remarquez que ici, dans cette longue phase, là, on est plutôt à la baisse, oui, et pourtant le marché il est quand même monté, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de rebonds, oui, ce genre de rebonds. Le marché, il y a eu des pertes, il y a eu des gains, mais il y a eu beaucoup de rebonds. Et comme le marché est volatile, bah, quand il paye beaucoup. Oui. C'est ça qui fait que, grosso modo, vous voyez, le risque ici, il est minimal. Par contre, le gain est stratosphérique, quoi, relativement au risque. Donc, oui, même on est orienté dans la bonne direction, grosso modo. Il y a de fortes chances que ça aille dans notre sens, quoi. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner comme ça parfaitement, quoi. Ok, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la question un petit peu de l'automatisation. Donc, l'automatisation, alors là, j'ai le mauvais graphique là-dessus parce que j'avais proposé une autre stratégie, mais disons, oubliez le côté, le signal. Là, on voit black candles. En haut, auto order. On se met sur le mode auto. Et grosso modo, ben, on est parti en mode automatique, hein. Alors, avec le mode auto, c'est quoi l'intérêt? On se libère du temps. Comme on n'est pas en situation de gérer la position, eh ben, on s'élimine tout ce stress. Bien entendu, il faut toujours choisir des positions qui font que si vous perdez, vous n'êtes pas en souffrance. Oui. Donc, il faut tailler les positions pour que vous puissiez accepter de perdre. Parce que, bien entendu, on peut être amené à perdre. D'accord? Donc, si on prend par exemple cette période et je mets ce chart en weekly, voilà, donc on gagne, mais bon, on peut être là, mais bien entendu, le marché est un peu moins, il y a moins de direction, donc on peut être amené à perdre, donc on perd une fois, on perd une fois, on perd une troisième semaine, est-ce qu'on va continuer? Donc, il n'y a jamais de stratégie dans lesquelles on peut pas, on risque rien, hein, bien entendu. Mais il faut dire que, par exemple, là, avec ce futur, peut-être il faut prendre peut-être plutôt un CFD, le tailler de manière à ce que vous dites, bon, ben, moi, je perds pas plus que 500 sur la semaine. Bon, ben, dans ce cas, je prends la moitié d'un contrat futur, vous voyez, en termes de taille, et je taille ça alors du coup pour le compte CFD. Et dans ce cas, mon espérance, on va dire, en termes de pertes par semaine, c'est de l'ordre de grandeur de, on va dire, 500. Bon, mais par contre, si je gagne, en moyenne, ben, je suis plutôt vers, justement, donc là, je serais plutôt vers 500 avec de temps en temps des pointes à, ça divisé par 2, à 1000, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez raisonner. Et puis, il faut suivre. Et puis, si maintenant le marché, si maintenant ce qu'on a atteint là, c'est une sorte de résistance forte et que le marché maintenant fait du latéral pendant des semaines, peut-être qu'il faut arrêter faut peut-être arrêter la stratégie, il faut peut-être revisiter un petit peu les horaires, etc. Et puis essayer un petit peu de chercher un bon réglage, quoi. Oui. Ok. On économise de l'argent parce que comme on n'est pas en contrôle à la main, on ne va pas être tenté de remettre un trade et de faire un peu n'importe quoi. Et ça nous laisse du temps. Or, ce temps, c'est mieux de l'investir dans l'étude, comme je viens de le montrer, un petit peu le côté backtest de la stratégie, une stratégie relativement simple, hein. Et puis, eh ben, je dois avouer que le côté automatique, ça crée quand même un peu de plaisir, hein, parce que si on est justement orienté dans la bonne direction, eh bien, on arrive à, grosso modo, être un peu profitable. Et dans ce cas-là, ben, c'est un plaisir, hein. Et puis, on devient meilleur trader parce que ce qu'on fait, c'est de la qualité plutôt que de faire juste de la qualité, de la quantité et du stress, quoi. Alors, sur ce, je suis arrivé au bout de la présentation sur le cuivre. Et donc, à moins qu'il y ait des questions, je vais passer sur le côté mon message à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de Self-Invest. Et mon message, c'est quoi? C'est simple. Mon message, c'est bah,
faites un pari, c'est le pari d'opter pour devenir meilleur, devenir un meilleur trader. Pour devenir un meilleur trader, il faut un très bon courtier avec une très bonne plateforme et un courtier qui notamment gagne des prix comme Self-Invest, prix de la meilleure exécution, prix de la meilleure plateforme, prix du meilleur service, et ceci de façon répétée au fil des années, et un courtier qui a relativement unique avec le type de, on va dire, de fonctionnalité qu'il met à disposition de ses clients, notamment le côté automatique, le côté signaux, tree-line break et autres. Et donc, vous êtes capable, après quelques vidéos, il y a beaucoup de vidéos, on va dire, à but éducatif, vous êtes tout à fait capable d'ouvrir, on va dire, de créer une stratégie, de valider la stratégie, de rechercher le bon réglage, etc. Et c'est ça qui amène petit à petit à s'améliorer et à devenir plus, je dirais, sélectif dans ses trades et pourquoi pas automatiser une partie de son trading de manière à se libérer du temps, etc. Donc, ma proposition, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre? Devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Et sur ce, je vais arrêter l'enregistrement et avant ça, je vais vous souhaiter un joyeux Noël et puis de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous pourrez quand même vous rencontrer avec votre famille. Il faut bien entendu faire attention pour le côté sanitaire. D'un autre côté, il faut faire le compromis un petit peu aussi au niveau de la question de je veux dire, du nombre de personnes, etc. Mais bon, chacun décide pour lui-même. Sur la question de l'open trade, nous avons effectué un déménagement en fait. Et ce jour-là, on avait déménagé et j'ai pas pu faire la présentation. Mais en fait, on l'a repositionné pour le mois de janvier. Eric, donc ce n'est qu'un décalage pour le mois de janvier. L'open trade sera présenté au mois de janvier. Je pense même qu'elle est peut-être déjà sur la page sur le programme, puisque nous avons mis à jour le programme dans la journée aujourd'hui et que je dois encore le revisiter demain. Mais vous pouvez juste vérifier sur le programme, vous verrez que ça a été repositionné, quoi. Ok, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, j'arrête l'enregistrement. Voilà.